Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Excipant de la liberté d'expression garantie à tout humain par la Déclaration universelle des droits de l'homme et consacrée par l'article 23 de la Constitution de notre pays, j'ai jugé nécessaire et urgent de m'adresser à l'opinion nationale à travers vous, pour la première fois sous ce format de conférence de presse, afin de tirer à haute et intelligible voix la sonnette d'alarme sur le complot ourdi contre la République par certaines officines politiciennes en alliance, malheureusement, avec les ennemis qui cherchent à tout prix à passer à l'étape finale de la balkanisation de notre pays. Ce pays de Lumumba qui est cher à nous tous. Je me suis vu dans l'obligation de briser la glace pour que les pouvoirs publics, les médias et mes compatriotes en général ne perdent pas de vue les vrais objectifs poursuivis par les marionnettistes tapis dans l'ombre et ne se laissent pas distraire par les épiphénomènes qui se traduisent à travers l'agitation politique dans laquelle certains veulent nous entraîner depuis le début de la semaine écoulée. De but en blanc, j'entre dans le vif du sujet en vous présentant la grille de lecture des derniers développements de la situation politique de notre pays. En effet, tout part de la création par les oppositions politiques de ce qu'elles ont appelé le bloc patriotique. Cette tentative de regroupement politique qui s'était voulue comme une tambouille réunissant toutes les organisations confessionnelles et politiques, hostiles aux institutions, n'aura duré que l'espace d'un matin. Après avoir aussi lamentablement que brillamment échoué à mobiliser la rue pour obtenir un consensus sur la réforme du processus électoral et la dépolitisation de la CENI, il vous souviendra que le sit-in organisé par le bloc patriotique le 6 mai dernier, annoncé comme l'eschatologie du grand soir, a fait flop sans surprise, parce qu'il était inopportun, selon l'entendement du plus grand nombre. Nos populations des grandes villes en RDC ont opposé une fin de non-recevoir aux appels à manifester du fameux bloc patriotique, préférant ainsi donner la chance à la CENI d'offrir enfin au peuple congolais les meilleures élections de la Troisième République comme prévu dans l'agenda de cette même CENI. Par la suite, toutes les manœuvres du bloc patriotique visant à bloquer le processus parlementaire consacré à l'adoption de la révision de la loi électorale se sont terminées, elles aussi, en eau de boudin, malheureusement. Les deux chambres du Parlement s'étant accordées sur les termes de cette révision avant de clôturer la session de mars, et le président de la République qui a en la matière la compétence liée, n'a pu que promulguer la dite loi le 5 juillet dernier, conformément à la Constitution de notre pays. Grâce à la publication de cette nouvelle loi électorale au journal officiel, il n'y a plus d'obstacle sur le processus électoral jusqu'à sa tenue prévue en fin 2023 et dont les Congolais sont en droit d'attendre qu'il corrige les erreurs déplorées en 2018. Mesdames et messieurs de la presse, en RDC, pris de court par la résurgence et l'agression de notre pays par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, la raison commande une trêve des querelles politiciennes afin de favoriser la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, bien entendu, derrière le commandant en chef, le chef de l'État, ainsi que nos forces de défense et de sécurité, afin de soutenir et de les encourager à vaincre la menace de démembrement de notre territoire national que font planer les agresseurs impénitents et teigneux depuis maintenant 26 ans.
Fort malheureusement, conscient de ne pas pouvoir faire le poids dans l'ordre normal des choses aux prochaines élections générales, les officines qui avaient misé sur la martingale du bloc patriotique pour compromettre le processus électoral cherchent dorénavant, par tous les moyens, à lever la trêve politique tacite que nous impose la guerre contre l'agression afin de s'adonner à nouveau à l'instrumentalisation de la rue pour arriver à leur fin. À cette fin funeste, ils font tout pour banaliser l'agression que subit notre pays, en la réduisant à une querelle que ménage le gouvernement, qui n'aurait pas respecté, selon eux, les accords du 23 mars 2019 signés en s'entend avec le CNDP et les agresseurs de notre pays. Je vous invite à éveiller particulièrement votre attention sur le fait qu'en banalisant l'agression du M23, les artificiers de l'opposition jouent à fond le jeu de l'ennemi, allant jusqu'à emprunter leurs éléments de langage et leurs arguments de sophistes. En effet, pendant que le gouvernement a décidé de traiter les agresseurs estampillés M23 pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire les forces terroristes et hommes liges du Rwanda, le directeur de cabinet et porte-parole du président du parti politique Ensemble pour la République est passé sur les antennes de TV5 Monde pour contester la position gouvernementale, préférant qualifier notre diplomatie de paranoïaque. Il n'y a pas meilleure façon d'offrir une passe en or à l'agresseur. Dans la foulée de cet effort de dédouanement des agresseurs destinés à briser l'élan et l'effort de guerre derrière le commandant suprême des FARDC, ces mêmes officines, à travers des médias à leur solde, mettent volontiers en vedette un certain Major Willy Ngoma, porte-parole du fameux M23, dans sa croisade d'endoctrinement de l'opinion nationale, consistait à présenter le président de la République comme l'un des leurs avec qui ils sont fâchés parce qu'ils n'auraient pas respecté les promesses qu'il leur aurait faites. Si pour le M23, le but d'un tel discours vise à démobiliser nos troupes au front et à se légitimer aux yeux de l'opinion nationale et internationale, comme l'interlocuteur valable de notre gouvernement, pour les marionnettistes de l'opposition, l'objectif sibyllin poursuivi est de présenter la guerre d'agression comme un contentieux privé du chef de l'État avec ses anciens amis, se réservant en conséquent le droit de lever la trêve politique pour se lancer dans la surenchère politicienne, visant à obtenir coûte que coûte que le match du processus électoral soit rejoué en leur faveur, afin de leur éviter la défaite cuisante qui les attend en 2023. Très chers compatriotes et professionnels des médias, voilà pourquoi, après avoir donné un blanc-seing aux agresseurs, les oppositions dégainent dans tous les sens afin de briser l'élan et la cohésion nationale sans laquelle aucune guerre ne se gagne. Chercher à adresser en pleine guerre d'agression l'opinion nationale contre le commandant suprême des forces loyalistes est la ligne rouge que les opposants congolais, obnubilés par le pouvoir, ne s'empêchent plus de franchir. Et l'union sacrée, je peux vous le dire, ne peut admettre de tels actes de sabotage. Les nouveaux arrivés dans l'opposition, suivez mon regard, ont été les premiers à se lancer dans la course en déclarant que l'organisation d'élections avec l'actuelle CENI, l'actuelle Cour constitutionnelle, et la nouvelle loi électorale serait une déclaration de guerre. Il a été suivi par l'honorable Jean-Marc Kabound, qui a déversé tous les qualificatifs dégradants sur les institutions, affichant un angélisme douteux qui a rendu sa démarche on ne peut plus maladroite. De retour d'un voyage consultatif à Lubumbashi,
Le doyen Franck Diongo y est allé, lui aussi, de son venin contre l'union derrière le commandant suprême de nos troupes qui sont au front dans l'est de notre pays. Et je vous assure que d'autres encore sont sur le starting block pour crier haro sur le baudet ou pour tirer à leur tour Ahu et Adia. Très chers amis de la presse, vous savez sans doute que dans notre pays, pour arracher leur part du gâteau, certains politiciens sont prêts à vendre leurs âmes au diable. Eh bien, nous sommes bel et bien en plein dans ce cas de figure, avec des opposants en phase avec l'agression rwandaise, pourvu que leur soit offerte l'occasion de chauffer à blanc l'opinion nationale à des fins inavouées. L'article 63 de la Constitution fait l'obligation à tout Congolais, vous et moi compris, de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Vous remplirez ainsi votre devoir citoyen en prenant le flanc en ne prêtant pas vos flancs au discours de ces officines qui cherchent dangereusement à opposer les Congolais les uns aux autres en ces moments où nous devrions tous rester unis et mobilisés derrière nos FARDC. Le pays, notre Congo, est sur une bonne voie. Comme le dit souvent l'honorable Mendeo Malanga, il n'y a de vrai hommage à rendre à notre pays que de soutenir tout élan qui va dans le sens d'améliorer la vie de nos populations. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'y emploie, à travers notamment un souffle sans précédent dans le travail abattu, entre autres, par l'Inspection générale des finances, grâce à qui l'assiette du trésor public congolais voit ses recettes gonfler chaque mois. À cet égard, ne perdons jamais de vue que les agresseurs étiquetés aujourd'hui M23 ne sont qu'une énième couverture de la présence militaire rwandaise en République démocratique du Congo, en vue d'obtenir enfin l'annexion de certains territoires de l'Est de notre pays, tant convoités, et ce depuis fort longtemps, conformément à un projet hégémonique et expansionniste qui remonte aux années 1962. Contrairement aux nageurs nationaux en eau trouble, qui cherchent malheureusement des excuses au M23 pour justifier leur activisme politique en temps de guerre, nous, Convention des Congolais Unis, nous, Union Sacrée, continuerons de soutenir les institutions de la République, qui pour nous abattent un travail appréciable, qui garantira obstinément la victoire à notre camp en 2023. Je vous demande de prendre date. Qu'il soit bien dit et mieux compris que le président Félix Tshisekedi n'a jamais misé sur la belligérance pour accéder au pouvoir. Lieu ici pour moi de remercier les différents chefs d'État qui ont accepté de venir en République démocratique du Congo dans le cadre du sommet du CEAC et qui ont soutenu la RDC face à cette agression qu'orchestre le Rwanda au travers de ces hommes liges qu'on appelle aujourd'hui le M23. Ceux qui ont dealé, on s'entend, avec le CMDP et aujourd'hui avec le M23 sont connus de toute notre population et dans tout notre pays. Je vous demande donc d'ouvrir l'œil et le bon. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Ma question va dans le même sens. Je voulais m'en tenir aux dernières déclarations sorties médiatiques de Franck Diongo. Franck Diongo a parlé des choses qu'on dénonçait hier, qui aujourd'hui refont surface, débauchage, répression. Alors que nous parlons, il y a un cadre du PPRD, Tchiméti Deniel, qui vient d'être arrêté par des méthodes qu'on décriait hier. Il y a des débauchages qui reviennent. On en parle peut-être pas autour dans le gouvernement, des ministres, membres du gouvernement, mais qui quittent pour
s'allier à d'autres camps politiques qui ne sont pas les leurs, par des mécanismes que nous connaissons. Est-ce que nous ne faisons pas retour justement, comme l'a dit Franck Nyoro, dans les régimes dictatoriaux où nous versons dans des pratiques autres des clés? Vous savez qu'en réalité, l'IGF dépend du président de la République et que depuis son arrivée au pouvoir, l'inspecteur général chef de service de la sécurité a axé son action sur deux axes. Permettez-moi le pléonasme. Le premier axe, c'est d'abord de casser tout ce qu'il y avait comme compensation et exonération. Vous savez que le Trésor public, à l'époque, était en train de souffrir d'une perte d'à peu près 2 milliards de dollars qui étaient partis dans les différentes exonérations qui étaient accordées pour les produits en importation sur le plan pétrolier, mais aussi sur d'autres secteurs et d'autres biens et matériels de construction. Cela a été cassé, ça a permis d'engranger à peu près 1,5 milliard de dollars et les autres compensations qui n'étaient pas du tout acceptables. Le deuxième axe était porté sur la patrouille financière, qui s'est basée sur 3 axes. Le premier d'abord, c'était d'imposer aux différents fournisseurs de l'État de pouvoir être à jour avec les paiements au niveau de la DGI et de la DGDA. Parce que, rappelez-vous, il y a souvent des gens qui ont des marchés publics, qui ont accès à des marchés publics, soit pour construire des routes ou pour exécuter certaines autres commandes de l'État, et qui malheureusement ne payent pas la DGI. La plupart des fois, ils vont ramasser une attestation fiscale et reviennent dans le but de pouvoir se faire payer. Et bien, la patrouille financière de l'IGF a permis à ce qu'il y ait des inspecteurs qui, en amont, vérifient que réellement les fournisseurs de l'État sont à jour avec les paiements à la DGI. Ce qui a eu comme impact, c'est que la plupart de ces fournisseurs, en allant payer et en se mettant à jour avec les différents paiements dus à notre secteur d'impôt, il y a eu une augmentation nette des recettes qui aujourd'hui avoisine le milliard par mois. C'est grâce notamment à cet axe-là. Le deuxième axe, c'est par rapport aux entreprises publiques de l'État. Vous savez qu'on a enregistré dans la plupart des entreprises du portefeuille des situations où les mandataires se faisaient d'abord payer. Ensuite, ils payaient les agents. Et enfin, ils payaient les droits reconnus à l'État, tels que l'IPR et les autres impôts. Et bien, avec la patrouille, l'IGF a renversé la donne pour que la priorisation soit d'abord donnée aux agents de l'État, qui travaillent comme agents de ces entreprises publiques. Mais deuxièmement, d'abord, que ces mandataires puissent payer les droits dus à l'État, c'est-à-dire les prestations du personnel comme au niveau de la CNSS, mais aussi la DGI avec les IPR. Ce qui fait que la plupart des mandataires qui se voient ainsi être obligés de se payer en dernier ressort ont été obligés d'abord de payer les agents. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il y a de moins en moins d'arriérés au niveau des entreprises du portefeuille. Et deuxièmement, la plupart de ces entreprises aujourd'hui payent à la DGI, payent au CNSS ce qu'il faut. Et en troisième position, vous savez que tous les agents des provinces qui travaillent aux directions de régie des recettes des provinces, mais aussi dans les cabinets des ministères provinciaux, ne payaient pas d'impôts carrément. Et bien, grâce à IGF, il y a eu cet axe qui a été créé où les agents au niveau des provinces payent les impôts régulièrement. Et cela a eu comme impact, comme je venais de le dire, l'augmentation des recettes dans le système fiscal et parafiscal de notre pays. En ce qui concerne le camarade Guillaume, qui a dit que le président de la République est à considérer comme un homme du passé. Vous savez, je n'aime pas trop parler en mal de certains individus et je n'aime pas subjectiver mes propos. Mais qu'il me soit permis de dire qu'il y a une différence entre un débat objectif et un débat basé sur l'aigreur personnelle. Parce que déjà, lorsque vous entendez un homme politique dire « Voilà, j'avais contacté tel proche du président, il ne m'a pas donné réponse. J'ai contacté un autre. » Cela prouve à suffisance qu'il y a un message subliminal qui est caché. C'est quel message? Que j'ai cherché à avoir un poste, vous ne m'avez pas donné, alors je suis parti. C'est aussi simple que ça. Est-ce que cela est une base sur laquelle nous pouvons discuter? Je pense que non, parce que ce n'est pas basé sur l'objectivité, mais plutôt basé sur des sentiments personnels. Et je trouve ça de bas étage pour que ce soit réellement une motivation de pouvoir se positionner politiquement. M. Patinkeri a parlé de la rupture entre Ensemble et l'Union Sacrée. Mais écoutez, nous, on est Union Sacrée. Nous sommes là. Lorsqu'il y a des amis qui ne jouent pas franc jeu, c'est à eux de prendre la responsabilité. Et vous, la presse, vous êtes appelés à leur demander de réellement cesser d'être chauve-souris. On ne peut pas comprendre parce que nous avons des camarades avec lesquels nous cheminons et avec lesquels nous réalisons
c'est vrai, des actions positives pour le compte de notre pays, et les voir ensuite torpiller ce même gouvernement. C'est illogique. En ce qui me concerne personnellement, je pense que les propos de Diombo, les propos de M. Olivier Kamitatou sont des épiphénomènes, parce qu'aujourd'hui, ensemble est représenté par M. Moïse Katumbi. Le jour où lui-même va aller dans une tangente qui n'entre pas dans le cadre de ce que nous faisons, ce jour-là, nous allons consommer ce divorce. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est avec nous. Les cadres de son parti qui sont non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi au gouvernement, sur base des émoluments qu'ils reçoivent et des salaires, ils payent leur cotisation dans le parti. Ça signifie qu'ils bénéficient des postes qu'ils ont au nom de l'Union sacrée. Donc pour moi, c'est plutôt aux amis de pouvoir fixer l'opinion au lieu de continuer à se comporter en chauve-souris. Osé Manzanza a dit que nous revenons sur les maladresses décriées fois passée, c'est-à-dire le débauchage politique, les arrestations arbitraires. En ce qui me concerne, je ne sais pas exactement pourquoi M. Jimmy Kitenga a été interpellé. Vous savez que dans notre société, nous commettons une erreur. Nous pensons que lorsque un individu est en politique, il n'a plus le droit d'être interpellé par la justice. Étant donné que nous ne savons pas s'il est interpellé pour une ou une autre raison, il est pour moi hasardeux de pouvoir dire que cela est une arrestation politique. L'arrestation est un acte qui est conféré à nos cours des tribunaux, au parquet surtout, par rapport aux actes qui violent les lois de notre République. Donc, lorsque l'on se fait passer pour un diseur de leçons sur les écrans de télévision, il faut s'attendre aussi à ce que, lorsque vous violez la loi, qu'on puisse vous interpeller. C'est exactement une logique que tout le monde doit accepter. Maintenant, lorsque vous dites qu'il y a des ministres qui quittent certains partis politiques pour finalement rejoindre l'Union sacrée, je ne vois pas de mal à cela dans la mesure où ces ministres sont déjà dans l'Union sacrée. S'ils quittent certains partis politiques, il ne faudrait pas que nous oublions que la Constitution donne à chaque individu la liberté de son choix politique. Nous ne pouvons pas interdire au ministre Moïse Nzangi de faire son choix. À l'époque, l'honorable Olivier Kamitatou a fait le choix de quitter le ministère du Plan et de quitter son parti politique ARC qui était dans la majorité présidentielle pour entrer dans le bateau qu'avait lancé M. Moïse Katumbi. Personne n'a dit, mais écoutez, alors dans ce cas-là, demandez, il avait démissionné. Une démission, je pense que c'est un acte personnel. Demandez alors à M. Moïse Nzangi de le faire, mais est-ce qu'il est contraint de le faire? Il n'est pas contraint de le faire. Il a la possibilité de pouvoir faire son choix librement et de continuer à servir la République. Donc je ne vois pas qu'il y ait une politique de débauchage qui aujourd'hui serait en train d'être soutenue par l'Union sacrée pour qu'on mette la main sur des camarades qui seraient dans d'autres partis politiques pour qu'ils intègrent un autre parti politique. M. Moïse Nzangi a créé son parti politique. Il n'a pas quitté Ensemble pour entrer dans la CCU ou pour entrer dans l'UDPS. Il a créé son parti politique, libre à lui, comme à l'époque aussi, Moïse Katumbi avait quitté le PPRD pour créer son parti politique. Monsieur Cédric de la TNC a dit pourquoi est-ce que la justice est derrière M. Moïse Katumbi, pourquoi l'Assemblée nationale a accepté, M. Kabound, excusez-moi, pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale a accepté que l'on puisse le poursuivre. Mais écoutez, soyons sérieux. Chaque jour, nous répétons ici que nous voulons l'état de droit. Mais j'ai l'impression que nous ne comprenons pas très bien lorsqu'on parle d'état de droit. Si l'état de droit consiste à ce que je puisse me réveiller et commencer à insulter mon voisin, et qu'ensuite qu'on ne m'arrête pas, ça c'est vraiment une république bananière. Lorsque M. Kabound prend la parole et dit que le chef de l'État est un jouisseur, il passe sur RFI pour dire il y a des avions qui, chaque soir, décollent de Ndjili avec du cash pour aller être logés dans des paradis fiscaux. Il est libre de le dire. Mais la justice a aussi le devoir, étant donné que nous sommes dans un état de droit, de lui poser la question, qu'il emmène les preuves, parce que la justice cherche ce genre d'infraction. Il faut considérer que M. Kabound a fait une dénonciation, et que cette dénonciation doit nécessairement servir à la justice pour que, si réellement il dit vrai, qu'on puisse mettre fin à cette pratique. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est politique? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est une cassure de l'état de droit? Je ne trouve pas ça logique. Il est tout à fait logique que lorsque vous prenez la parole, tel que moi qui suis là, je dis aujourd'hui qu'il y a certains de nos compatriotes qui jouent le jeu de l'agresseur de la République, je vous ai donné des éléments clairs qui déterminent certains d'entre eux
qui ont eu à prendre la parole et qui ont eu à aller dans le sens contraire de ce que pense la population, c'est-à-dire le soutien au commandant en chef de nos forces armées, mais aussi aux FARDC. C'est aussi simple que ça. Donc lorsque l'individu, M. Kabound, prend la décision de stigmatiser le chef, de citer les institutions dans le sens qu'il a eu à prendre, je suis bien éduqué, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit ici, il faut aussi accorder que la justice ait le temps de lui demander d'apporter les preuves. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est cela même l'état de droit. Parce que sinon demain, n'importe qui peut passer à la télé, vous traitez de tous les noms d'oiseaux et personne ne pourra l'arrêter parce que cette personne serait homme politique et qu'il ne faudrait pas le poursuivre dans le sens de pouvoir casser l'état de droit. Je pense que l'état de droit, c'est lorsque les gens respectent les institutions, lorsque les lois sont convenablement observées et lorsque la justice la distribue convenablement pour tout le monde. Que ce soit M. Kabound, que ce soit moi, que ce soit un quidam qui insulterait son voisin ou un taxi-motard qui insulterait un chauffeur taxi, nous sommes tous les mêmes devant la loi. Si on interpelle ce taximène qui a insulté, on a aussi le droit de m'interpeller, moi, M. Monsenepo, autant qu'on a le droit d'interpeller M. Kabound sans que cela ne soit une affaire politique. Que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent qu'à force de courir après M. Kabound, me donnerait de l'épaisseur, par exemple? La Congolaise vous renouvelle sa confiance. Aujourd'hui, par exemple, vous vous mettez à contre-attaquer contre M. Jean-Marc Kabound. Pourtant, il y a dans plusieurs secteurs les choses ne marchent pas. Par exemple, aujourd'hui, l'insécurité, on ne peut pas seulement parler de l'insécurité du côté l'est du pays. Il y a aussi Kinshasa, où l'insécurité est devenue monnaie courante. Au-delà de ça, M. Vital Kamerhe venait de sortir en prison. La population est confuse. Nous ne savons pas est-ce qu'il avait réellement détourné ou pas. Soit il avait remis l'argent au trésor public au lieu de s'attaquer au... Bon, excusez-moi les termes de sorcier, parce que je ne sais pas qui sera le prochain sorcier. Dernièrement, c'était les FCC, aujourd'hui c'est Kabound. Pourquoi pas pensez-vous à travailler? Qui dit qu'à force de courir derrière Kabound, nous sommes en train de lui donner de l'épaisseur? Je ne vois personne courir derrière Kabound. Je vais vous répondre par exemple. Lorsque vous avez un monsieur qui entre par effraction chez vous, et qu'ensuite la police vient lui mettre à la main, ce n'est pas vous qui êtes en train de courir derrière lui, c'est son acte qui a eu des conséquences. Chaque acte que nous posons, M. Eric, a des conséquences positives ou négatives. Et l'acte de pouvoir accuser les autres aussi facilement, de manière aussi éhontée, traiter les autres de voleurs, de détourneurs, de jouisseurs, etc., c'est facile de le dire. Mais il faut admettre aussi que ces personnes attaquées ont une jouissance que leur accorde la loi. Donc, en ce moment-là, est-ce que ce sont ces personnes qui sont en train de chercher à vous donner de l'épaisseur, ou c'est vous-même qui vous mettez dans une position où la loi vous condamne? C'est exactement ça. Personne n'a souci de donner l'épaisseur à qui que ce soit. Mais par contre, nous ne pouvons pas non plus accepter. Être dans un état de droit et accepter à ce qu'il y ait des gens qui, de manière volontaire, violent les lois pour ensuite s'attendre à ce qu'ils puissent se victimiser au travers d'un processus judiciaire qui ne peut être que logique. Donc, lorsque vous agissez contre la loi et qu'ensuite cette loi se retourne contre vous, est appliquée contre vous, vous allez dire que vous êtes suivi. Vous êtes suivi dans le but de pouvoir avoir une épaisseur? Je ne sais pas, mais en ce qui nous concerne, il n'y a pas une telle stratégie. Pas du tout. Il y a Mama ya Congo 24 à l'objet, c'est Ndeko Kabound a lobby, biso tozalaki, neleko ya zalaki na président Tshisekedi, tozalaki penza kolenge la tricherie. Et tricherie wana ya sepela ki nango te, ya no etindi ye alongwa. Ngai na kokamwa mingi po kolongwa yango e kosala makaka na tango bosalaki stratégie yango ya tricherie te, kasi e kosala makaka tango bapameli yo mpona makambo osali ya kotobolaka mituka bato na nzela bapine nango. Tango yo oza juriste, oza homme de droit, okutani na mutuka ya moto na nzela, okomema ye na zuzi to yo moko kozwa likwango lobanzi kopanza bapine na ye. Tango bapameli yo nde esika wana nde yo bandi oloba o derrière kutu mutu wana tozali koprepare na tricherie, bakomone baza bazoba te. Ezali lokola ndakisa ya moto azali na mwasi na ye,
avant Ninae, Moula, Zomi, Nami Balé. Kasitano Bakaboni, Namasi, on a, oh, vous évitez que dans Tozaki, Namasi, on a Tozaka, Olia, Missonia Bato. Kasi, yo, pour le banque, Tamo Kabani. Kasi, Moula, Zomi, Balé, Bovanda, Kinaï. Kaka, pour Kabani, le commis, le Bamako, le Kota, vous évitez tout le monde, maman. Neko Diongo, à l'obé qu'il y a des mines à grâce présidentielle, dès qu'à à Saint-Sylvestre. Ngana Zalaki, mais les quoi à Saint-Sylvestre. Dotier Mokoloto le 31 décembre 2016, na Makambo à Saint-Sylvestre. Kassinde Kodiem n'a dit mon colonie. Ce qui pensa y a des accord à Saint-Sylvestre, il fallait le 1er janvier 2017. Kassé Kobimata, mon président Tshisekedi a dit au Bondi. Mon calme pour qui pose homme, kasi volonté politique ya kosala la ya mo esengeli pe ezala. Na kopesa yo ndakisa ya tango. Mon père poli continue à biso ezali koloba ete enseignement primaire ezali gratuit. Kobanda totia mon père poli konzi ena na banza na 2006 toye kozwa gratuité ya enseignement na 2018. Eza kolakisa ete mon calme pour qui kozwama kasi volonté politique ezali nécessaire pour être mokano ena et kokakosala. Nous avons une question où on nous dit que le pays patauge par notre ami John Chibombe de CNews s'il ne faudrait pas une conférence sur le Congo. Je pense, mon cher ami John, que nous devons cesser finalement de regarder à l'extérieur de nous. Il est temps que nous puissions nous concentrer sur nous-mêmes pour reconnaître notre responsabilité dans cette situation désastreuse que connaît notre pays. Nous avons une grande responsabilité. D'une part, la classe politique, mais aussi la population. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que cette population oublie que ces hommes politiques que nous sommes, mais nous ne venons pas du ciel ou de la lune. Nous venons de ces familles, nous venons de ces quartiers, nous venons de ces communes. Il faudrait que de manière nationale, nous puissions réfléchir sur une élite, sur une vision claire qui peut emmener le pays très loin. Et à ce niveau, moi je pense, c'est vrai, qu'il faudrait que les intellectuels puissent se mettre ensemble pour réfléchir sur ce que nous pouvons décider de la marche que peut suivre notre pays pour que ce cheminement nous conduise vers un vrai développement. Et ça, c'est important. Les voisins sont nécessaires puisque nous avons des frontières communes avec la plupart des pays qui sont au nombre de 9. Il est important que nous puissions intégrer leur réalité par rapport aux nôtres et les impacts que nous avons de manière commune. Mais l'essentiel, c'est une réflexion interne, une remise en cause qui peut déjà commencer par vous, par la question que vous posez, mais aussi à nous tous, pour que nous puissions commencer à réfléchir sur le Congo que nous voulons léguer à nos enfants. Parce que je pense que notre génération a une grande responsabilité face à cela, puisque nous sommes une génération consciente. Nous sommes une génération qui est sevrée de tout ce qu'il y avait comme question liée à la colonisation ou même à la néocolonisation. Il est donc important que nous puissions faire une remise en question pour que nous puissions aller de l'avant. Madame Blanqui dit que la patrouille financière n'a pas d'impact sur le plan social. Mais Maman Blandine, c'est grâce à cette embellie financière de nos recettes fiscales et parafiscales que le gouvernement a augmenté de 30% le salaire de nos hommes de troupe, de nos policiers et de nos fonctionnaires. C'est grâce à cette manne financière que nous sommes aujourd'hui en train d'équiper notre armée. Il y a un collectif budgétaire spécial qui a été lancé par le ministère du Budget, par le gouvernement, d'à peu près 1 milliard, ce qui ne s'est jamais fait dans ce pays, pour financer et armer notre pays. C'est vrai que c'est peu, mais c'est des fonds propres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les routes qui sont en train d'être construites. Nous sommes en train de voir le pays financer la gratuité de l'enseignement. Nous sommes en train de voir le pays financer pour très bientôt la couverture santé universelle, qui va donner la possibilité à nos sœurs, à nos jeunes filles, de pouvoir demain accoucher gratuitement dans les hôpitaux de référence. Cela se fait grâce à cette manne financière. Je ne dis pas que c'est déjà l'apogée, mais je dis que c'est quelque chose qui garantit une certaine liberté à notre pays. Et pour finir, aujourd'hui notre budget est fixé à 10 milliards de dollars. Jamais dans l'histoire de notre pays nous avons eu à faire un correctif budgétaire qui va dans le sens de l'augmentation du budget. Mais plutôt toujours, c'est dans le sens de réduire. Rappelez-vous, le gouvernement Matata qui avait présenté un budget qui était prévu à 5 milliards, mais à cause des situations financières dues à la chute des matières premières en 2014, notamment du cuivre et du cobalt,
qui a donné l'occasion à ce que nous puissions réduire le budget de 5 à 4 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 8 à 10 milliards. Cela, c'est grâce justement à cette manne financière. Pour Télé 50, nous ne sommes pas en train de travailler, mais plutôt nous sommes dans la guéguerre. Je voudrais dire à Madame Jenny que le travail est en train de se faire. Le gouvernement travaille, les gouverneurs des provinces sont en train de travailler. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Et sur le plan institutionnel, le travail se fait parce qu'aujourd'hui, la gratuité est en marche. Ça sera pour septembre la 3e année consécutive. Il y a la prise en charge des enseignants qui se fait. Il y a un appui budgétaire qui a été fait pour le CPP. Sur le plan universitaire, des véhicules ont été achetés par le gouvernement pour les professeurs ordinaires et les professeurs visiteurs. Il y a des constructions qui se font pour améliorer les espaces pour que nos étudiants, lors de la rentrée académique prochaine, étudient mieux, notamment à l'UPEN. Tout cela, c'est le travail qui est fait sur le plan institutionnel. Sur le plan politique, l'Union Sacrée travaille. J'ai personnellement participé à des réunions importantes, lorsqu'il s'agissait par exemple de donner la victoire à l'Union Sacrée pour les élections des gouverneurs sur les 14 provinces qui viennent d'être effectuées. Et sur les 14 provinces, 12 ont été raflées par l'Union Sacrée, c'est sur base d'un travail politique. L'insécurité acquise, c'est vrai, nous tous nous déplorons cela, mais vous savez que la difficulté, c'est lorsqu'on a un pouvoir public qui ne fait rien. Mais lorsque nous voyons chaque jour des mesures être prises par le pouvoir public, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'insécurité acquise est en train d'être réglée par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement provincial, mais aussi par le gouvernement central. Il est important que chaque jour nous continuions à marteler parce qu'on ne peut pas accepter que nous puissions être dans une classification d'insécurité. Que non, Kinshasa est plus sûr que Johannesburg, est plus sûr que New York. Nous devons aller vers le maximum, vous avez raison, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont consentis. Maintenant, lorsque vous parlez du président Kamere, pour dire que, voilà, il a été libéré, comment se fait-il qu'il a été condamné, puis libéré, où est parti l'argent? J'ai entendu avant vous, madame, beaucoup de gens critiquer notre justice, en disant comment se fait-il que dans un pays où on se dit un pays d'état de droit, on peut se permettre comme ça d'arrêter un individu, le condamner et ensuite le libérer. Ce n'est pas le pouvoir politique qui a libéré M. Vital Kamerhe, c'est la justice. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque la CPI arrête pendant 10 ans, ou plus je crois, M. Jean-Pierre Bemba, et qu'ensuite il est innocenté en appel, on dit « Ah, voilà, une bonne justice ». On ne dit pas que cette justice est politisée par la France, la Belgique ou je ne sais quel pays. Mais lorsque c'est la justice de notre pays, on dit « Cette justice, elle est corrompue, cette justice, écoutez, le visage de la justice, ce n'est pas par rapport au faciès. Je ne peux pas dire que pour que la justice soit bonne dans notre pays, il faut nécessairement que monsieur tel soit en prison. Ce n'est pas cela le visage de la justice. La justice, elle est impersonnelle. Lorsque dernièrement j'étais en train de suivre les infos aux États-Unis, j'ai suivi le cas de M. Clair, un monsieur qui a été condamné il y a 47 ans pour un meurtre qu'il n'avait jamais connu. Ce monsieur a passé 47 ans de sa vie en prison et il a été reconnu innocent il y a à peine un mois. Mais je n'ai pas entendu un seul média américain dire que c'est Joe Biden qui a influencé la justice pour que ce monsieur soit innocenté. On a crié « Ah, voilà une bonne justice aux États-Unis ». Je pense qu'il faut qu'on soit décomplexé, qu'on accepte aussi que notre justice a la possibilité, sur base d'un nouveau regard, de dire que tel monsieur est condamnable et tel autre ne l'est pas. Je crois que dans les émissions élaborées, on va essayer de creuser. Mon nom est Peter Tiani pour le compte de Perfect Télévision. Patron de Perfect. Journaliste à Perfect Télévision. Je voulais d'abord vous féliciter. Je crois que Patrick Pierre, il a dit la forme, elle est bonne et professionnelle. C'est une manière de communiquer. Ah, le fond. La forme, elle est présentable et c'est dans ces quatre personnes que vous avez la com, elle est bonne. Le résidu intellectuel est bon. Sans conseil. Au-delà de cette embellie intellectuelle que vous avez, ne nous dites pas des choses que nous ne vivons pas, je dirais mon Seigneur.
la situation est terrible. On vous a posé la question sur l'incidence du travail de l'IGF sur le vécu quotidien. L'IGF fait un grand travail aujourd'hui, salutaire, par Jules Alingueté. Mais deux volets, ce sera la première question. Deux volets, volet judiciaire, volet social. L'incidence. Aujourd'hui que nous parlons ici, les médecins sont en grève. Les professeurs d'université sont en grève. Les mamans sont ici, les denrées alimentaires, c'est à la hausse. À quoi sert un papa d'avoir des millions en banque, mais ses enfants ne vont pas à l'école, ils ne mangent pas, ils meurent de faim. Vous avez parlé de l'armée, hausse de leur salaire, mais maintenant que nous parlons ici, à moins que l'information ait changé, Bounakan est toujours entre les mains des rebelles. Plus de 30 jours, gentiment. L'incidence du côté judiciaire, par ricochet, question camérée, mais vous avez pris des exemples, comparaison n'est pas raison, Lissami va vous le dire. Comment peut-on faire le travail de l'IGF, arrêter Willy Bakonga, mis en prison, puis sorti de la manière dont on sait, la ministre a même parlé, et partout vous allez voir Willy Bakonga, il faut le ramener en prison. On est surpris de le voir à l'Assemblée nationale au Congrès. Comment voulez-vous qu'on condamne quelqu'un, Vital Kamerhe, à 20 ans de prison, après il est acquitté, où est passé l'argent? Comment voulez-vous qu'Étienne Longondo, après un rapport de l'IGF, est mis en prison et sorti de la manière dont nous savons? Quel crédit peut-on encore accorder au rapport de l'IGF si la justice ne suit pas un régime des jouisseurs, des incompétents? Il est allé loin pour nous dire, nous révéler. Lui, il était dans le système. Hein. Quand il était avec le président de la République, nous ne l'étions pas. Il nous a dit que des centaines de millions quittent dans les jets privés ici pour des paradis fiscaux. Lorsque nous avons suivi la réplique du secrétaire général de l'IDPS, le CG a semblé nous dire mais qu'il volait, il a volé avec nous. Ça veut dire qu'il s'est tapé des villas avec nous. Et que quand il a changé de camp, il a dit voilà. Ça veut dire qu'il fait bon vivre quand tu voles avec nous, mais quand tu quittes avec nous, là on peut te poursuivre. Vous êtes toujours dans la question ou dans Je suis dans la question. Monsieur Moïse de Centrale TV demande à quand la structuration de l'Union Sacrée. Je peux vous dire que l'Union Sacrée est structurée, mais elle n'est pas encore formalisée, puisqu'il y a un espace de décision qui s'appelle la conférence des présidents, qui entre autres a travaillé sur les questions importantes telles que le choix des candidats pour les élections des gouverneurs. Il fallait fédérer les points de vue de différents groupements et partis politiques pour permettre à ce que l'Union Sacrée puisse avoir la victoire que nous avons enregistrée. Deuxièmement, vous dites que pour le M23, le président Bosso avait dit qu'il y a des députés qui sont dedans, qui sont complices. Je pense que le président Bosso n'a pas parlé directement du M23, il a plutôt parlé de certains groupes armés dans lesquels se trouveraient en complicité ou en alliance certains députés. Ce n'est pas faux. Et je pense qu'il y a un travail d'une commission qu'on appelle Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui depuis est en train de travailler pour mettre en lumière cette question. Et au moment venu, nous allons tous être éclairés par rapport à cela. M. Peter Tian y a posé 20 questions. J'avais essayé de répondre très misère. Le premier, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas d'incidence dans le travail que fait IGF. Je ne sais pas si M. Peter peut le dire devant un policier qui hier touchait 164 000 francs et qu'aujourd'hui il touche 344 000 francs. Je ne sais pas si M. Peter peut dire ça d'un enseignant qui hier touchait 126 000 francs et qu'aujourd'hui il touche plus de 400 000 francs. C'est tout cela, ces incidences dont on a besoin. Je pense qu'il faudrait des fois voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je n'ai jamais vu sur Perfect TV des réalisations qui apporteraient aux téléspectateurs de cette chaîne des images sur les réalisations des routes qui aujourd'hui sont en train d'être faites. Ici à Kinshasa, mais aussi en province. Ça signifie que tout cela est fait parce que l'État a les moyens de soutenir sa politique.
Et pour que l'État ait les moyens de soutenir sa politique, il faut que le Trésor public ait de l'argent. Et cet argent provient d'où? Provient des services d'assiette de l'État, qui sont les services d'assiette fiscales et parafiscales. Et l'augmentation de ces recettes est aujourd'hui réalisée grâce à la peur du flic. Au niveau des entreprises publiques, la DGI aujourd'hui déchire le plafond avec des réalisations qui atteignent pratiquement le milliard de mois. La DGRAT dont parlons pas et la DGDA. Donc c'est pour vous dire réellement qu'il y a de l'impact. Vous dites qu'il y a hausse de prix en ce qui concerne les produits de première nécessité, ça c'est vrai. Mais M. Peter, vous savez très bien que c'est une réalité mondiale causée par deux phénomènes qui se sont succédés. Premièrement, la pandémie de Covid-19, qui a paralysé toute la structure de production et d'acheminement des produits de première nécessité dans le monde. Le gouvernement a pris 10 mesures phares qui ont permis à ce que nous puissions amortir le choc. Et juste après, il ne faut pas qu'on se leurre, nous avons une économie extravertie, une importation à taux excessivement élevé. Ce qui fait que nous sommes malheureusement ouverts à tous les soubresauts économiques qui peuvent se faire à l'extérieur de notre pays. Et en ce qui concerne principalement la deuxième cause, c'est la guerre en Ukraine. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que cela n'a pas d'impact dans la RDC. Au contraire, je dis que notre gouvernement s'en sort bien. Vous avez vu dernièrement, au Cameroun, la pénurie qu'il y a eu de carburant au Cameroun, ici en RDC, on n'a jamais connu ça. Et je me demande même avec l'arrivée du président Macron, s'il aura un endroit où il va passer, parce que les manifestations qui se préparent là-bas contre Paul Biya, ça sera terrible. Et c'est la même chose en Angola, c'est la même chose dans la plupart des pays, même en France. Ce n'est pas pour rien que le président Macron fait des déplacements pour chercher des solutions gazières, pétrolières, énergétiques en Asie et partout ailleurs. Donc il faut comprendre que ce choc, étant donné que le monde aujourd'hui n'est qu'un petit village, ne peut pas nous épargner. Vous dites la grève des médecins et des professeurs, mais écoutez, M. Peter, même aux États-Unis, il y a des grèves. C'est une garantie démocratique et constitutionnelle que de gréver. Donc lorsque pour vous c'est quelque chose d'extraordinaire, on a grévé, mais bon Dieu. Encore que les enseignants grèvent pourquoi? Ils ne grèvent pas parce que leur salaire a eu à augmenter, ça c'est la vérité. Mais ils grèvent parce qu'ils ont clairement dit au ministre de l'enseignement supérieur qu'il y a un problème avec leurs primes et qu'il y a un problème avec le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est-à-dire les conditions de travail. C'est tout à fait normal qu'un humain puisse dire « je ne suis pas d'accord avec ces conditions de travail, je veux une amélioration ». C'est humain. La même chose avec les médecins, qui aujourd'hui réclament des meilleures conditions de travail, surtout que demain, ils auront fort à faire avec cette histoire de la couverture santé universelle et de la gratuité de la maternité dans les hôpitaux de référence et les zones de santé soutenues par l'État. C'est aussi simple que ça. Alors, vous dites que Bounagan a pris ça fait 30 jours, cela est un aveu de faiblesse. Je ne pense pas, M. Peter. Vous savez, le courage, M. Peter, le courage, ce n'est pas de calculer comment vous allez prendre la vie de quelqu'un, mais c'est combien de vies vous allez sauver. Lorsque le président de la République donne encore la chance à la diplomatie, je pense que c'est plus important que les bruits des canons. Rappelez-vous, le 2, le 3, le 4 juin 2003, Kounda Batouare récupère la ville de Bukavu. Il n'y a pas une seule balle qui est tirée pour que ces groupes rebelles puissent quitter la ville de Bukavu. C'est grâce aux manifestations non violentes qu'il y a eu à Kinshasa et dans d'autres villes de la République. Rien qu'avec les manifestations, nous avons évité à ce qu'il y ait le sang qui puisse couler à Bukavu et ce mouvement rebelle est sorti de la ville. Comprenez donc que lorsque le chef de l'État donne la chance à la diplomatie, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais plutôt un courage. Je vous le répète, le courage, c'est lorsque vous calculez combien de vies vous devez sauver. Parce que la balle qui est chargée dans un AK-47 ou dans un tir-roquette RPG n'a pas de nom. Ça peut autant tirer un rebelle du M23, autant tirer un de nos compatriotes de Bounagan. Ou mon chef de parti, Lambert Mende. Mais écoutez, la justice n'a pas de visage, M. Peter. La justice ne regarde pas Monseigneur qu'on ne va pas le prendre ou tel autre on va le prendre. Si aujourd'hui je viens voler votre iPhone 13, dernier modèle,
Je serai interpellé. Je serai interpellé. Que je m'appelle Monsénépo ou que je m'appelle Kachoboué, je serai interpellé. Donc, comprenez que la justice n'a pas de visage. Vous renchérissez en disant que Kabound a dit que des millions quittent l'aéroport et que ça s'en va dans les paradis fiscaux. J'ai toujours rigolé parce qu'à l'époque, j'étais encore journaliste, je crois. J'ai participé à la conférence de presse de M. Joseph Olémoko. Il venait de quitter le ministère de Transport et de Communication. Aujourd'hui, il est coordonnateur du CENSA. M. Olémoko avait confirmé que le président Kabila avait acheté Netherlands devant Jean-Michel Peterson, et sans rire. Il a dit, Bulgar a payé ça à 33 millions de dollars alors que les gens sont en train de crever de faim ici. C'est là, vous comprenez par là, M. Peter, que lorsque... D'ailleurs, je vais résumer ça par un adage qui le dit très bien. Qui veut noyer son chien? C'est aussi simple que ça. Les Américains voulaient en finir avec Saddam. Ils ont dit qu'il avait la bombe atomique. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche ça en trouve pas. Que pensez-vous de la réplique de Kabouya? Le secrétaire général Kabouya a répondu à celui qui était le président de ce parti. Il n'est pas de mon droit qui suis CCU de pouvoir m'interférer dans la réplique d'un parti politique, d'un membre dissident. Autant que moi, je n'accepterai pas qu'on puisse intervenir sur la CCU qui parlerait d'un dissident de notre parti politique. Il y en a beaucoup qui nous ont quittés, mais nous, on a la sportivité de ne pas prendre ça à cœur. Vous avez dit que M. Vital Kamerhe est parti, mais l'argent, on ne sait toujours pas là où il est. Vous avez dit que M. Eteni a été interpellé dans les dénonciations que IGF a déposées en justice, mais que jusque-là, il n'est pas encore arrêté. Je vous informe que le procès de M. Eteni a été récemment déclaré ouvert devant les cours des tribunaux. La liberté provisoire ne signifie pas que vous êtes lavé, M. Peter. La liberté provisoire, pour le cas de M. Willy Bakonga, il y a eu la position de le ministre d'État, ministre de la Justice, qui a dit clairement qu'il y avait erreur matérielle en ce qui concerne le nom de M. Willy Bakonga dans la grâce présidentielle parce que la peine qu'il avait eue à écoper en justice ne correspondait pas avec son temps qui lui a permis de bénéficier de la grâce présidentielle. Donc, il faut que la justice puisse faire son travail pour remettre M. Willy Bakonga dans les conditions qu'il fallait. Il ne faut pas demander ça à M. Monsénépo. Donc, vous avez une liberté d'expression qui vous a permis hier de recevoir M. Biongo. Ayez la même liberté demain d'aller voir le ministre de la Justice et lui poser cette question ou au président du Conseil supérieur de la magistrature pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Parce que je peux vous dire que la justice, différemment de nous les hommes politiques et de vous les journalistes, ne fait pas de bruit quand elle travaille. La preuve, plusieurs fois, il y a des gens qui ont été arrêtés sans qu'ils n'aient une information, qu'il y avait déjà une instruction ouverte à leur nom. On ne fait rien, non. C'est pour cela que je vous invite, pour arrêter de spéculer, d'approcher les instances judiciaires et d'avoir la vraie information. Le gouvernement de la République a des chances de remplir en 2023. Je vous ai dit ici dans mes propos qu'il faudrait que vous preniez date par rapport à ce que j'ai dit. Pourquoi? Pour la simple raison que l'élection est un rendez-vous où, lorsque vous avez été au pouvoir et que vous êtes en train de demander un nouveau bail, vous avez deux éléments en votre actif. Premièrement, le bilan que vous demandez. Deuxièmement, le projet que vous allez exécuter dans le prochain quinquennat. En ce qui concerne le bilan, le chef de l'État, en 3 ans, a réussi à faire un bilan acceptable, appréciable, sur le plan social. Parce que les chiffres ne montent pas. N'en déplaise à ces turiféraires des zones sombres. Premièrement, lorsque nous voyons l'indice de développement humain dans notre pays, nous voyons qu'il y a eu une amélioration de 3%. Pour ne pas dire de 3 places que notre pays a eu engrangé. Ça signifie qu'il y a eu une amélioration dans le secteur éducatif, une amélioration dans le niveau de vie,
et une amélioration dans le secteur de la santé. Deuxièmement, lorsque vous voyez le PIB de notre pays, il y a eu une nette augmentation de 15%. Ça signifie que le pouvoir d'achat du Congolais a augmenté de 15%. Lorsque vous voyez l'accès aux besoins sociaux de base, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, personnellement, chaque année scolaire, j'envoyais de l'argent chez moi dans le Maïdombe. Heureusement que vous connaissez d'où je viens. Pour soutenir certains enfants qui devaient aller à l'école. Mais ça fait 3 ans que je ne le fais plus. Parce que ces jeunes sont dans le système de la gratuité de l'enseignement. Nous avons aujourd'hui plus de 5 millions d'enfants qui vont demain devenir alphabètes complets grâce à ce système de gratuité. Ça signifie qu'il y aura de l'impact sur le taux d'alphabétisation de notre pays. Et on ne va pas finir là. Bientôt, ça sera la couverture santé universelle. Bientôt, ça sera l'augmentation de 15% ajoutée aux 30 précédents qui feront 45% d'augmentation des salaires des fonctionnaires, des hommes de troupe et de la police nationale ainsi que des services de sécurité. Sans oublier le fait que le gouvernement, depuis très longtemps, commence à investir. Le gouvernement se prépare à investir, à lancer une autre compagnie aérienne. Le gouvernement se prépare à investir pour la relance de certaines entreprises publiques, notamment la sidérurgie de Mali. Le gouvernement s'apprête à investir pour donner, notamment aux lignes maritimes congolaises, des bateaux, pour que, après l'époque de la CMZ de Mobutu, nous allons enfin avoir des bateaux battant pavillon congolais. Tout cela, c'est des éléments que nous allons mettre sur la table des Congolais pour dire votez-nous. Mais qui sera en face? Des menteurs qui rêvent qu'il y a eu des préparations de tricherie. Qui sera en face? Des étrangers qui se disent être Congolais. Qui sera en face? Des repris de justice qui n'ont pas su réellement donner aux Congolais des projets tels que Boukamalonzo. Qui sera en face, mon cher ami? Qui? Prenez date, le chef de l'État va remplir en 2023 démocratiquement.